Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Alors, c'est encore André Pelchat qui vous souhaite la bienvenue, toujours en compagnie de Charles Daigneault. Bonsoir. Bonsoir, André. Alors, ce soir, on a des sujets qui vont nous faire remonter au début du 20e siècle, mais il y a un lien au niveau de la propagande. On va dire ça, mais autrement, ça pourrait ne pas se ressembler. On va parler, moi, je vais vous parler de cinéma et d'histoire, des liens parfois qu'il y a entre les deux. Puis toi, tu vas nous parler d'un événement très important et complètement oublié de l'histoire du début du 20e siècle. On va parler de la flotte de la Baltique et de sa fin aux mains des Japonais. La flotte de la Baltique faisait partie de la marine impériale russe au début du 20e siècle. Alors, en 1905, le Japon et la Russie sont en conflit pour le contrôle d'une partie de la Chine, en fait, la Mandchourie. Ouais, tu as déjà d'ailleurs parlé du sujet assez à profondeur, puis de la Corée. Ils vont essayer de négocier des ententes territoriales, mais quand ils se présentent là, évidemment, ils ressortent de la conférence encore plus fâchés qu'ils l'étaient. Toutes les tentatives vont échouer, puis ça va déboucher sur cette guerre-là. Et puis, c'est le Japon qui va l'emporter. La Russie va perdre ça à la bataille dite de Tsushima Straits, qui est le nom... Le détroit de Tsushima. Le détroit de Tsushima, qui est à la porte du Japon, là, ni plus ni moins. Quand les négociations se faisaient, le président Theodore Roosevelt, il va, après la guerre, c'est-à-dire là, la reddition, c'est lui qui va aller négocier entre le Japon et la Russie, puis ça va conclure sur le traité de Portsmouth en 1905, et il va remporter un prix Nobel de la paix. Là. Ça a l'air parfait, ça, mais on va voir un petit peu plus loin là, que finalement, le Japon n'était pas très, très satisfait de ça. Ça va avoir des incidences très importantes. En Deuxième Guerre mondiale, là, on est en 1905, là, ça veut dire que ça se répercute très loin là, dans l'avenir. Même au-delà. Bon, on va parler de la flotte, excusez-moi, on va parler de la flotte impériale. Quel lapsus! Alors, elle est basée à deux endroits à l'époque. Il y a la Baltique, il y a une partie de la flotte aussi qui est un autre endroit où est en radoux, et il y a un endroit en Chine qui s'appelle Port-Arthur. Port-Arthur, c'est la porte d'entrée vers ces territoires convoités, et surtout aussi, c'est vers la mer du Japon, la mer de Chine, c'est des possessions qui sont disputées parce qu'il y a une frontière commune entre la Chine et la Russie à l'époque. Alors là, la flotte impériale va être attaquée au début de la guerre russo-japonaise, puis les 6 principaux navires russes vont être immobilisés, coulés. Il va y avoir 6000 soldats et marins expérimentés qui vont être capturés, tués, mis hors d'action. Puis les contre-attaques de la Russie vont échouer aussi par voie de terre à cause de la logistique. Il faut signaler que c'était une attaque surprise. Exactement de ce qu'on va voir avec Pearl Harbor. Ça devient habituel pour nos amis japonais. Oui. Alors, l'option qui reste, il faut aller renforcer la présence navale à Port-Arthur. La seule option qui reste pour le tsar, qui est le roi, c'est de déplacer la flotte de la Baltique. La flotte de la Baltique, la flotte impériale est composée de 45 navires, mais ce n'est pas les derniers modèles de navires. Il faut dire aussi que les équipages, c'est récemment embauchés, sont des moujiks qui sont des paysans. Russes, donc, qui n'ont pas de formation de marins, et la mer Baltique étant prise dans les glaces pour une grande partie de l'année, c'est pas terrible pour l'entraînement. Rajoutons à ça que les coques des navires qui ne naviguent pas beaucoup deviennent incrustés. Il y a beaucoup d'entretien qui va être négligé parce que le manque d'expérience est totalement flagrant. Alors, il faut signaler que la Russie doit absolument renforcer sa présence navale pour 2 raisons. D'abord, parce que le train transsibérien ne suffit pas à transporter ce qu'on a besoin de matériel. La logistique de tout à l'heure, donc la raison on est des trop loin, finalement. Là. Et puis, parce qu'entre-temps, les Japonais, eux autres, qui sont pas loin, peuvent par mer envoyer autant de renforts qu'ils veulent en Corée pour se battre contre les troupes russes. Non seulement ça, mais les chantiers maritimes britanniques sont déjà en train de fabriquer des dernières versions des navires de guerre les plus avancés, ainsi que des torpilleurs, qui est une nouvelle technologie à l'époque pour le Japon.
Là, c'est quand on parlait de balance de pouvoir en Europe, là, il y avait ces espèces d'alliances commerciales là, entre l'Asie puis l'Europe. Alors, sur l'ordre du tsar Nicolas II, l'amiral Rogestensky, qui est le chef de la marine, c'est le plus grand amiral à l'époque. Le plus haut gradé. Le plus haut gradé, non seulement ça, mais pour ses exploits aussi. C'est la vedette maritime, là, si on peut s'exprimer ici. Va se voir ordonné par le tsar Nicolas de parcourir 29 000 kilomètres de trajet pour amener la flotte de la Baltique vers Port-Arthur. Déjà, au point de départ, ça n'a jamais été accompli par aucune puissance maritime. C'est pratiquement de demander l'impossible. D'ailleurs, l'amiral Rochovensky va insister auprès du tsar, dire non, il faut trouver une autre solution par terre ou quoi que ce soit. Mais le sort en est jeté. Donc, il se présente... Il faut réaliser qu'il faut faire le tour de l'Europe, de l'Afrique. Par la mer du Nord. Et traverser l'océan Indien. Contourner le cap Bonne-Espérance, puis remonter jusqu'à la mer de Chine, puis à la mer du Japon. C'est un périple, pratiquement, là, la moitié du tour du monde. Là. Puis, c'est comme l'amiral est expérimenté, il voit les problèmes de logistique là, qui se pointent à l'horizon. Parce que là, il va y avoir 45 navires, dont un navire hôpital. Puis ça va s'échelonner sur 7 à 8 mois. Alors, les services de renseignement à l'époque, qui étaient quand même assez actifs, ont envoyé des informations à propos justement des contre-torpilleurs, ce qui n'était pas pour rassurer non plus là, les marins qui étaient des gens qui étaient très, très, très superstitieux, là, les moujiks en question. Alors, dans cet environnement-là, l'amiral va arriver à la flotte de la Baltique et lorsqu'il a constaté de quoi il s'agissait, l'état des navires, le manque d'approvisionnement, les équipages totalement non préparés pour une excursion de cet ordre-là, et puis surtout aussi la chaîne de commandement. Parce que ces deux adjoints principaux, qui sont aussi des amiraux, soit dit en passant, Rogestensky, c'est un des survivants de Port-Arthur. Il était là, puis il s'en est sauvé, puis quelques autres aussi. Il va immédiatement voir leur incompétence, puis il va leur donner 2 surnoms, OK, qu'il va utiliser tout le temps en leur présence. Le premier va s'appeler sac de fumier, puis le deuxième va s'appeler grand espace vide. Alors, c'est pour dire l'estime qu'il y avait pour les équipages. Là, on se prépare pour l'épopée qui les attend. Il y a très mauvais caractère, soit dit en passant, l'amiral en question. Donc, c'est pas très bon non plus pour la chaîne de commandement, surtout qu'il vient de couper les liens avec ses principaux aides. On prend la direction de la mer du Nord, là, à partir de la Baltique. Donc, on va passer entre le Danemark et la Suède par un détroit que... Aussitôt, à peine 30 secondes après le départ, il y a un des navires qui rentre en collision avec un deuxième. Il y en a un qui est tellement endommagé, il est obligé de retourner. Donc, on tombe à 44 navires. Un autre perd son ancre lors du départ. Lui non plus, il ne suit pas la flotte parce qu'il est en train d'essayer de repêcher ça. Et puis, il arrive un autre événement aussi avec le Kamchatka, il commence à partir une rumeur sur ce navire-là, comme de quoi qu'il y a des torpilleurs qui les attendent. Là. Alors, on se retrouve maintenant 44 navires en direction de la mer du Nord, puis on essaye d'entraîner les marins, puis ça ne fonctionne pas, il y a des problèmes de chaîne de commandement. Les rumeurs des torpilleurs. C'est un peu fondé à cause, justement, je mentionnais tantôt que l'Angleterre en fabriquait pour le Japon, mais là, les paysans, cette rumeur-là, c'est plus vite qu'un coup de canon. Alors, c'est le début de l'épopée. On va avoir affaire à des rumeurs sur des champs de mines. Arrivé en mer du Nord, ça a été un chaos total, un énorme gaspillage d'obus parce que le Kamchatka va tirer sur des pêcheurs qui sont en fait des messagers russes qui apportent le message de la promotion de l'amiral. Ensuite, ils vont tirer sur, arrivé dans la mer du Nord, ils vont tirer sur des navires, des chalutiers français, anglais et allemands. Ça va créer un incident diplomatique. Ils les ont pris pour des... Ben oui, là, les rumeurs. Hein, quand il y a eu une rumeur de mines, de champs de mines, les navires se sont mis à zigzaguer
d'une façon chaotique. Il y a eu des collisions. Là, j'aimerais avoir assez de temps pour décrire les mésaventures. Par exemple, lorsqu'il était à Malgache, ça se trouve à être Madagascar. Pour remonter le moral, parce que la flotte, là, c'était terrible. Là, ils ont vécu des horreurs que ça prendrait 1 heure à décrire. Et puis, ils ont décidé d'amener des animaux de compagnie à bord. Mais qu'est-ce qu'il y a à Madagascar? C'est des crocodiles, des serpents et autres animaux qui sont infiltrés dans les bateaux. Puis là, on a une situation à la Alien, là. Il y a des marins qui ont perdu la boule complètement parce qu'il y a des prédateurs cachés dans la tuyauterie. Ça a été aussi l'épisode des cigarettes malgaches. Ils ont acheté 2000 cigarettes pour l'équipage, mais c'était de l'opium. Donc, ça n'a pas très, très, très bien été non plus. Là, après toutes ces horreurs-là qui sont passées, la cerise sur le Sunday, je vais finir l'histoire avec ça, là. On ne parlera pas du fait qu'ils ont perdu la bataille de Tsushima, ça c'est un fait historique. Ouais, ils se sont fait vraiment lorsqu'ils sont arrivés dans le détroit, la flotte était sur le blackout, était au bout de ses ressources, était essoufflée, il y avait eu du poussier de charbon qui a crassé, là. Ils ont vécu des tempêtes. Enfin, c'était vraiment un miracle qu'ils soient rendus. Alors voilà qu'un navire s'approche, et puis le navire hôpital qui est allumé, contrairement aux 43 autres navires qui sont dans l'obscurité sur le blackout, où un navire de pêche russe s'approche, le bateau navire hôpital lui dit « Allez pas là, il y a 40 quelques navires qui sont à l'ancre, faites le tour, contournez ça. » Ça, cette fois-là, c'est un torpilleur japonais. Alors, ils ont connu immédiatement l'emplacement de la flotte, avec le résultat qu'on sait. Ah oui, il y a 2 navires qui flottaient encore après la bataille. Seulement. Et ils se sont même pas rendus, parce que les Japonais, ils ont pris en remorque, mais ils se sont même pas rendus. Un autre aspect un peu étrange, c'est que le congélateur principal de la flotte a flanché durant le voyage au large de la mer de Chine. Et puis, ils ont été obligés de jeter les vivres corrompus, ce qui a fait qu'une escadre de requins les a suivis jusqu'à destination. C'était comme un peu prémonitoire, n'est-ce pas? Là? Et il faut penser que les conséquences de ça à long terme ont été très grandes. Juste pour parler de ce qui est aujourd'hui les pays qu'on appelle l'émergent, ce qui était à l'époque les colonies, l'impact a été énorme parce que c'était la première fois que des Européens se faisaient battre par des Asiatiques. Et ça a attisé les nationalismes contre les anticoloniaux dans tous les empires coloniaux. Il y a même Sun Yat-sen, le révolutionnaire chinois, qui revenait d'un voyage en Europe et en passant dans le canal de Suez, il a été pris pour un Japonais et les ouvriers arabes l'applaudissaient puis l'encourageaient en passant parce qu'ils pensaient que c'était un Japonais. Dans le cas de la traversée, là, pour conclure, la flotte russe n'a pas tellement été coulée par les canons des Japonais. C'est plus par l'incompétence et les rumeurs. Parce que les plus gros problèmes qu'ils ont vécu lors de leur épopée étaient liés aux rumeurs qui circulaient. Il y a des milliers puis des milliers d'obus qui ont été gaspillés à tirer sur des fantômes là, ou des chalutiers alliés. On pourrait dire qu'il y avait sûrement des effets de la propagande là-dedans. Et tout ça, c'est de la faute à sac de fumier et grand espace vide. Et puisqu'on parle de propagande, on va parler de ce qui a été un des grands instruments de propagande au 20e siècle et encore aujourd'hui, le cinéma, et de son rapport avec l'histoire. Parce que l'histoire est un sujet privilégié souvent du cinéma. On fait beaucoup, assez souvent, en tout cas, pas toujours assez, mais on fait souvent des films basés sur des événements historiques ou représentant des périodes historiques. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, essentiellement, c'est qu'il ne faut pas se fier à ce que vous voyez là-dedans. Évidemment. D'abord, si on remonte au tout premier cinéma des années 1898-1899, qui était fait sur un seul rouleau de film, c'était les actualités. À l'époque, souvent, il y avait des actualités qu'on présentait. Les premiers films d'actualité à présenter des conflits, par exemple, ils étaient truqués. Il y en a eu des truqués avant d'en avoir des vrais. La guerre des Boers, on a vu des soldats, des images de soldats qui se faisaient attaquer par des Boers en Afrique du Sud. C'était filmé en Écosse. Puis on le disait pas toujours au public. Même chose pour la guerre hispano-américaine, où on peut voir il y a un film d'une charge de cavalerie sur la colline de San Juan à Cuba. Ça a été fait en Floride. Ça a été fait bien longtemps après la bataille. Mais c'est après ça, vraiment, c'est après cette période-là qu'on voit arriver vraiment le cinéma comme industrie.
qui reprend les genres du roman et du théâtre. Et comme au théâtre et dans les romans, il y avait déjà des romans historiques, des pièces de théâtre à sujet historique, ben, il va y avoir aussi des films qui vont s'inspirer de l'histoire. On va distinguer le film historique qui prétend raconter des événements d'une époque, des événements historiques réels, et celui qu'on pourrait appeler le film d'époque, qui raconte souvent une histoire fictive, mais située dans une période plus ou moins ancienne. Romancée. Ouais. Mais par exemple, Zorro, ça se passe au début du 19e siècle, mais ça prétend pas nous raconter une vraie histoire. Celui qui va amener vraiment à la création du film historique, c'est D.W. Griffith, réalisateur américain, qui va produire 2 grands films, 2 des premiers grands longs métrages, bien qu'il y avait eu des essais importants en Italie avant aussi. La naissance d'une nation en 1915 et Intolérance en 1916. Et c'est là que tout de suite, on voit que ça dérape. 1915, La naissance d'une nation, c'est un film à la gloire du Ku Klux Klan qui nous amène après la guerre de sécession et nous montre une version totalement raciste d'abord, où les Noirs sont des méchants qui cherchent à violer les Blanches et qui vont être sauvés lesquels vont être sauvés par le Ku Klux Klan. Alors on est déjà dans la falsification, appuyé par le président des États-Unis, qui rédige un petit message qui va passer au début du film à la gloire du Ku Klux Klan. Ensuite, il y a Intolérance, 1916. Là, c'est un autre genre de déformation de l'histoire. On a une reconstitution de Babylone là-dedans. C'est complètement fantaisiste, les décors, l'architecture, les costumes, ce qui s'y passe. Ça n'a rien à voir avec la vraie Babylone historique. Ça va être les 2 choses qui vont se reproduire dans le cinéma historique le plus souvent par la suite. Souvent un ou l'autre, des fois les 2. Parce qu'il va y avoir après une autre étape, le cinéma soviétique. Après la révolution russe, le cinéma va devenir un instrument privilégié de la propagande soviétique. Ce qui va arriver avec le cinéma soviétique, on fait des reconstitutions historiques souvent, partisanes évidemment, mais avec une exécution artistique qui est souvent sans faille. C'est des grands films qui vont être souvent innovateurs sur le plan du montage, sur le plan des techniques de tournage. On parle du cuirassé Potemkin. On parlait tantôt de la flotte de la Baltique. Alors, le cuirassé Potemkin, c'est un navire de la flotte de la mer Noire qui s'est mutiné durant la guerre contre le Japon. Et alors, en 1925, on nous fait un film là-dessus, mais c'est une apothéose incroyable, alors que ça n'a pas été aussi... ça a été un peu... le cuirassé a connu une fin assez minable, en fait. C'est échoué sur la Baltique. Puis surtout, on nous montre des scènes où on voit, par exemple, une scène, d'ailleurs très bien faite, où on voit les soldats qui descendent des escaliers à Odessa, en Ukraine. Alors, ils descendent des escaliers en tirant sur la foule systématiquement. Ça n'a jamais eu lieu, mais ça fait paraître le pouvoir tsariste encore plus méchant. On va voir Lénine en octobre en 1937, un autre film qui nous montre soi-disant le rôle de Lénine durant la Révolution d'octobre. Là aussi, on passe sur bien des choses qu'ils ont faites, mais qui sont moins glorieuses. Alexandre Nevsky, 1938, probablement le meilleur du lot. Ça, c'est un film qui se passe à l'époque médiévale. Là, la propagande est plutôt nationaliste. Alors qu'on est à l'époque où la Russie est soumise aux Mongols, ça se passe dans les années 1200, on insiste plutôt sur une bataille contre les chevaliers teutoniques, donc contre les Allemands. Et là, c'est les Allemands qui sont les gros méchants là-dedans. Le film est très célèbre pour ses charges de cavalerie, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après que le film a été tourné, Staline signe un pacte de non-agression avec l'Allemagne nazie. On cache le film, on le sert dans les bibliothèques. Plus question de montrer ça. 1941, l'Allemagne attaque la Russie, on ressort le film et là, c'est le temps de le montrer. À Hollywood aussi, on va continuer à produire des films. Ce qui est intéressant, on va produire des films souvent qu'aujourd'hui on verrait historiques, qu'à l'époque étaient plutôt inspirés de l'actualité. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette actualité hollywoodienne, il n'y a pas de Noirs et il n'y a pas de Juifs. Les Noirs, on ne veut pas les voir. Les Juifs, ben là, c'est plus parce que les directeurs et les responsables de l'industrie hollywoodienne, les directeurs des compagnies de production, il y a énormément de Juifs là-dedans et ils ne veulent pas attirer l'attention là-dessus parce qu'ils savent qu'il y a de l'antisémitisme dans la société. Ça aboutit à des affaires un peu absurdes. Comme un film qui s'appelle « They Won't Forget »
de film de 1937, dans lequel on voit inspiré d'une affaire qui s'était passée en 1916, dans lequel un Juif à Atlanta avait été accusé d'avoir violé une chrétienne et a été lynché par la foule sorti du train pendant son procès, en fait, avant d'avoir sa sentence. Alors, on s'inspire de ça, sauf qu'à aucun moment on mentionne que l'accusé soit juif. Et on change les noms, évidemment. Alors, on a une histoire un peu édulcorée qui arrive. Évidemment, il y a autant d'emporte le vent. C'est encore pareil. C'est le point de vue sudiste uniquement qui est représenté. Et évidemment, on nous dit que les esclaves étaient bien traités, etc., ce que l'histoire dément complètement. Mais on présente une version paradisiaque du Sud avant la guerre de Sécession. À la même époque, les nazis aussi font du cinéma. Alors, il y a un film célèbre qui s'appelle Le Juif Sus, 1934. Sus, c'est S-U-S-S-S, c'est un nom de famille. Alors, c'est un Juif qui était banquier, qui fournissait en fait les finances un peu du roi de Prusse au 18e siècle. Donc, un film historique. Et bien sûr, le gros méchant, c'est le Juif. C'est un film qui a été dénoncé depuis, il a même été introuvable pendant longtemps. On peut le voir sur YouTube aujourd'hui. Parce que c'était raciste. Sauf que oui, c'était raciste, mais pas plus raciste que n'importe quel western. Ouais, parce qu'il y en a juste à penser aux westerns. Les cowboys et les Indiens. Les cowboys et les Indiens, où les Indiens sont toujours les méchants aussi, mais où, en plus, il y a une vision des Amérindiens. À regarder les films westerns et les films qui se passent dans l'Ouest américain, tous les Amérindiens sont des cavaliers qui vivent dans des tipis, qui chassent le bison, des nomades. C'était une minorité. Le pire étant dans la série que certains se souviendront, Daniel Boone, série télévisée, où on voyait les Indiens du sud-est des États-Unis, les Cherokees, c'est ça, habillés comme les Sioux de l'Ouest avec des tipis. Les Cherokees vivaient dans des maisons construites en pieux avec des toits de chaume et c'était des agriculteurs. C'est ça la réalité historique. Ça prenait des méchants pour la circonstance, fait que n'importe qui a fait l'affaire. C'était surtout que les Indiens, on les mettait tous dans le même sac, les Amérindiens. Il y avait des clichés qui sortaient aussi des voix qui allaient dans la falsification. Je pense à un film qui s'appelle Yankee Pasha avec Jeff Chandler, 1954, où on a un homme de l'Ouest américain qui doit aller au Maroc pour essayer de rescaper une jeune fille capturée par des pirates marocains. Et à un moment donné, je me souviendrai toujours d'un dialogue, parce que j'ai vu ce film-là quand j'étais petit, où il parle à une fille qui est esclave dans un harem là-bas, et il lui dit « Tu viendras avec moi en Amérique où personne n'est esclave de personne. » On est dans 1770. Il y avait des esclaves partout. Dans le Sud. Alors, et bien sûr, ça s'est poursuivi jusqu'à nos jours. On n'a qu'à penser à Oliver Stone, grand réalisateur américain, qui revisite souvent l'histoire. JFK, tourné en 1991, c'est la théorie du complot, qui est le seul point de vue, mais qui n'a jamais été prouvé. Dans Nixon, on ajoute des scènes et des dialogues avec Mao, etc., qui n'ont jamais eu lieu. Dans Alexandre, la représentation de l'Inde est complètement fantaisiste pour la période qui est faite. Et et à l'autre côté, plus sympathique, Quentin Tarantino. Lui, Quentin Tarantino, il va dans le pastiche et lui, il se gêne pas. Dans Inglourious Basterds, on voit Hitler se faire tuer dans un attentat par des commandos avec tous les nazis, les chefs nazis en même temps. Là, on le sait qu'on est dans la fantaisie, que c'est pas ce qui est arrivé. Même chose dans Il était une fois à Hollywood, où l'équipe de Charles Manson se trompe de maison pour aller commettre leur meurtre et se font massacrer par le garde du corps qui habite dans la maison d'à côté. On est dans la parodie. Sa vision est meilleure, je trouve, que la réalité. Ben, au moins, il essaie pas de nous faire croire qu'il nous montre la réalité. Dans ce temps-là, ça se pardonne. Et pour la cerise sur le Sunday, parce que ça nous concerne, nous autres, au Canada, le film Argo, qui, soi-disant, raconte comment on a fait sortir des diplomates et des Américains qui étaient prisonniers en Iran durant la prise des otages de 1980. La réalité, c'est que c'est une opération qui a été entièrement canadienne. Cette histoire-là, c'est le Canada, c'est les diplomates canadiens. Le CIA a à peu près rien fait dans cette opération-là. Dans le film, c'est le contraire. Le Canada fait presque rien et c'est la CIA qui fait tout ça. Et on nous a passé ça. On n'a presque rien dit au Canada. Il y a des gens qui ont écrit le scénario, qui font des conférences là-dessus aux États-Unis et qui ne se font pas contredire, d'ailleurs. Et
pour finir, et parce qu'il y a quand même eu des critiques, le réalisateur a eu le culot, lors de la remise des Oscars, de remercier le Canada, alors qu'il a effacé le rôle du Canada dans cette histoire-là complètement. Et ça, c'est pas la seule fois. Il y a eu un autre cas aussi d'un film sur une mission de sous-marin américain qui allait attaquer, couler des navires dans un port, des sous-marins de poche. En réalité, ça avait été fait par les Britanniques, mais dans le film, c'est les Américains. Ah ben... Ça, c'est pas de la propagande, là. Vraiment. Quand on s'attribue les exploits de quelqu'un d'autre pour redorer sa médaille, OK, avec la complicité de producteurs de cinéma, puis c'est pratiquement incroyable. Surtout, tu parlais d'Oliver Stone. Je suis totalement surpris. Oliver Stone, je pensais que c'était l'histoire réelle qu'il racontait, mais j'ai pas vu Kennedy parce que j'avais une indigestion de Kennedy à l'époque, là. Mais c'est ça, c'est que il nous présente ça. Et c'est un excellent réalisateur. Donc, absolument, c'est très réaliste de la manière qu'il nous le raconte. Les prémices mais c'est pas vrai. sont fausses. Ces prémices sont fausses, c'est ça, comme la théorie du complot, par exemple. Tu sais. Dans le cas de Nixon, c'est plus des scènes qui sont fausses. Et bon, évidemment, dans Alexandre, ben là, c'est une vision un peu... remarquez qu'avant lui, il y a eu un film sur Alexandre le Grand, tourné avec Richard Burton au début des années 60, où Alexandre le Grand a presque l'air d'un chrétien là-dedans. Wow. Alors, comme quoi, c'est toujours, on pense dans l'Antiquité, Ben-Hur, on nous montre les Ben-Hur condamnés aux galères. Alors, ça se faisait pas chez les Romains, condamner quelqu'un aux galères. C'était des travailleurs payés qui avaient sur les galères, ou alors des esclaves, mais c'était pas des gens condamnés, c'était des esclaves qu'on avait capturés à la guerre. Je m'étais toujours posé la question des réalités historiques, ces péplums, ces films-là de Hercule. Tu sais, tu as montré la civilisation antique, et puis avec les villes extraordinaires, là, puis l'Antiquité avec des colonnes. Apprendre avec un gros grain de sel. Apprendre, exactement. C'est pas vraiment le mot apprendre, mais Alors, désapprendre. c'est tout le temps qu'on a. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et à la semaine prochaine pour une autre histoire à dormir debout.